Bonjour et bienvenue sur EOS Geek. Vous êtes un fan du SM? Vous avez une envie incontrôlable de porter du cuir ou d'écouter 50 nuances degrés? Ben voici le Faction Focus pour vous sur les Daughters of Cain avec Yann et Vincent. Yann, un joueur de longue date quand même les Daughters of Cain, et Vincent qui a reçu, qui a subi les Daughters of Cain à plusieurs reprises. Donc, Yann, qu'est-ce que tu en penses des Daughters of Cain dans la V3 jusqu'à présent après plusieurs tests? Écoute, ben, j'en pense que c'est une armée qui, comme tu l'as dit en introduction, aime infliger de la douleur. Bon, peut-être pas pour le plus grand plaisir de ses adversaires, mais c'est une armée, en fait, qui est vraiment en ce moment, je dirais, dans les meilleures armées du méta. Elle n'est pas God tiers, au sens où quand on regarde les résultats de tournois à l'international, les Daughters of Cain font beaucoup de 4-1, mais très, très peu de 5-0. Fait que c'est comme Hmm. si elles étaient très compétitives contre les armées moyennes et faibles, mais quand elles arrivent sur les grosses tables contre les tops armées du méta, ça devient beaucoup plus difficile. Leur ratio de victoire diminue beaucoup. Hmm. Donc elles sont juste en dessous des 2, 3, 4 armées top méta, mais elles sont certainement là, très, très fortes. Là. C'est une armée très compétitive en ce moment qui va d'ailleurs, je m'attends à ce qu'elle se fasse nerfer à la mise à jour là, des points de décembre. On pourra en reparler, mais je m'attends à ce que Moratti et à ce que les Bloodstalkers, donc les archers Mélusailles, là, se fassent nerfer au niveau des coups en points. Vincent, tu les as affrontés à plusieurs reprises. Est-ce que tu partages la vision d'Yann à ce sujet-là? Oui, moi je pense que tu sais, bon, on sait que dans le milieu à peu près de la V2, c'était une armée qui dominait les tables, là, qui était vraiment terrifiante. Là, elle a perdu un petit peu de son lustre. Moi, je la trouve super le fun à affronter. Honnêtement, elle est difficile à affronter, mais c'est plus une armée godière contre laquelle on est totalement pris au dépourvu. Si on est capable de gérer Moratti, parce que ça se gère difficilement, mais il y a des moyens pour la gérer. Si on est capable de contourner les Stalkers ou de réussir à leur infliger beaucoup de dégâts avant qu'elle nous ait tiré dessus par une Alpha Strike, par exemple, il y a moyen de bien gérer cette armée-là, mais ça demande une armée qui cogne très, très fort, mais qui a des faiblesses en étant fragile. Moi, je trouve que c'est une armée qui est bien balancée, très solide, mais très bien balancée comme armée, comme Yann l'a dit, dans le haut du Fat Middle ou dans le tiers 1, mais pas dans ces armées-là cassées là, qui présentement sont peut-être un peu trop fortes dans le méta. Ouais, puis je pense que vous l'avez bien dit, effectivement, les Daughters of Cain aiment ça dominer. Donc, on va commencer avec la première section du Faction Focus, à savoir, Yann, qu'est-ce qu'on met sur la table dans les Daughters of Cain? Ben, je commence par les temples. Il y a 3 temples qui sont très bons et je fais une petite parenthèse. Donc, comme vous le voyez, j'ai mis mes notes en format PowerPoint pour vous les partager à l'écran. Donc, première question à nos auditeurs, auditrices, est-ce que vous appréciez d'avoir ce support visuel-là dans nos Faction Focus? Et je vous demanderai d'être indulgent à mon égard. C'est vraiment, j'ai fait ça rapidement avant la vidéo, donc il est possible qu'il y ait des petites fautes ou coquilles dans le texte ou même des anglicismes. Voilà. Alors, il y a 3 temples que je pense qui sont très compétitifs en ce moment. Le Agnar, en fait, qui, quand on regarde les résultats de tournois à l'international, là, les ratios de victoire, c'est le temple qui a le plus haut ratio de victoire en tournoi pour les Daughters of Cain. Donc, Agnar demeure très bon, principalement parce qu'il nous donne un tour d'avance sur les rites de sang. Donc, dès le tour 1, on relance les 1 au jet de course et au jet de charge. Dès le tour 2, on a accès à la relance des 1 au jet de touche en combat, en mêlée. Les avatars sont animés dès le tour 2, donc il y a vraiment des bons bonus. Et l'autre bonus, c'est que notre général a une bulle entièrement à 12 pouces d'aile où la protection contre les blessures passe à 5 plus plutôt qu'à Mhm. 6 plus. Donc, contre les blessures et non pas contre les blessures mortelles, mais quand même. Et comme on sait que les listes très compétitives de Daughters of Cain jouent souvent une unité de 15 Bloodstalkers, mais on met notre général, on se retrouve avec des Bloodstalkers qui ont un ward à 5 plus plutôt qu'à 6 plus. Donc, ça rend nos 2 principales menaces, soit Moratti et les Bloodstalkers, assez tanky, difficile à tuer. Donc, c'est vraiment ça la force de Agnar. Sinon, on a Keltnar qui offre l'habilité à toute l'armée de pouvoir se replier et charger le même tour. Donc, c'est très bon, ça donne une très bonne mobilité. Ça empêche que Moratti se retrouve à être englué dans une grosse unité, par exemple dans des pink horrors, puis que ça lui prenne 3 tours sans sortir. Et la générale peut invoquer 5 Kinérailles, donc c'est 80 points d'invocation gratuite qui peuvent surprendre l'adversaire, surtout dans les situations là, de jeu où on a plusieurs objectifs, 6 objectifs notamment.
Puis le dernier temple qui est très joué et qui est compétitif, c'est Celeborn, principalement parce que toute notre armée bénéficie d'un -1 au jet de touche au tir. Donc les adversaires qui nous tirent dessus ont un -1 au jet de touche, ce qui est très bon si on joue dans un méta de tir. Le méta actuellement n'est pas très orienté vers le tir, mais si on sait qu'il va y avoir, par exemple, plusieurs caradrons dans le tournoi, ça peut valoir la peine. Et on joue Celeborn aussi pour l'habilité de commandement, qui est une téléportation. Donc, on peut choisir une unité entièrement à 12 pouces d'un général, puis le téléporter n'importe où sur le champ de bataille, à plus de 9 pouces de l'adversaire. Donc, une téléportation qui n'est pas un sort, donc qui ne se contre pas. C'est toujours pratique, ça donne une très, très bonne mobilité à l'armée. Donc, c'est les 3 temples qui sont les plus compétitifs en ce moment et les plus joués. Oui. Moi, je continue à préférer le Agnar comme temple parce que je trouve que c'est celui qui est le moins situationnel. C'est celui qui est un peu, dans toutes les situations, il va être bon d'avoir tiré du sang un tour plus rapidement. Ça fiabilise énormément ton armée. Puis la Ward qui passe à 5+, ça fait en sorte que tu es plus tanky alors que c'est une faiblesse des Daughter of Cain d'être quand même assez fragile. Keltnar, le repli charge est vraiment intéressant, tu l'as dit sur Moratti, mais ça dépend de l'adversaire que tu affrontes. Contre certaines armées, Moratti, ce qu'elle va toucher, elle va l'exploser en le touchant. Fait qu'elle ne sera jamais engluée nécessairement. Elle va pouvoir, après ça, charger autre chose au tour suivant. Donc, elle n'a pas nécessairement besoin du repli charge. Puis le -1 au tir, ben, tu m'as affronté souvent, je joue très peu d'unités de tir, fait que ça a peu d'impact, somme toute. Ça va vraiment dépendre du méta. Tandis qu'Agnar est bon contre tout ce que tu vas affronter, peu importe la liste. Donc, je trouve que c'est peut-être celui qui est le plus. L'option la plus sûre, dans le fond, c'est Agnar, à moins vraiment que le méta nous enligne plus vers Keltnar ou Celeborn. Ben, je peux me permettre juste d'ajouter avant qu'on passe à la suite de ce qui est sur la table. Agnar, en fait, c'est que ça vient accentuer les traits d'allégeance. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant parce que ça permet d'accélérer ou d'augmenter ce que l'armée fait déjà versus que les autres peuvent être démesurément bons. Vincent, Yann, vous parlez donc de Caradron, par exemple. Une armée de tir, Celeborn est vraiment une très bonne réponse contre ça, mais contre plusieurs autres parties, contre Sons of Behemoth, par exemple, va avoir un impact négligeable. Donc, comme vous l'avez dit, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on va avoir quelque chose qui va être stable à chaque partie? Peut-être moins démesurément bon contre certains adversaires, mais qui va être fiable de ma partie 1 à ma partie 5. Donc, et c'est là qu'Agnar, je pense, tire son épingle du jeu, même si les autres amènent des belles possibilités. Ouais, j'avais beaucoup joué Agnar en V2. En V3, j'ai surtout essayé Keltnar. Je me disais aussi que l'autre avantage du repli et charge, c'est que ça permet de catapulter Moratti, hein, parce que ça permet de l'avancer de son 14 pouces, de charger, puis dès le tour suivant, même si on n'a pas détruit l'unité, on peut se replier vers l'avant puis aller derrière les lignes ennemies, tuer un héros important, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment bien, mais c'est trop situationnel. C'est ce que je me suis rendu compte. Ça va arriver une partie sur 5 où on a vraiment besoin de cette habilité-là. Donc, je vais revenir à mes premiers amours à Agnar pour mes prochaines parties. Excellent. Maintenant, si on regarde côté magie, donc on le sait, spoiler, Moratti est quand même très, très joué, donc on mise beaucoup sur la magie. Donc, quel sort qu'on met sur la table dans nos armées? Oui, on a Moratti, hein, qui lance 3 sorts par tour à +1. Moratti Kane, donc Mind Razor demeure un des meilleurs sorts de AOS. À titre de rappel, Mind Razor donne +1 à la perforation, à l'unité ciblée. Et sur la charge, l'unité a aussi +1 à ses dégâts. Donc, quand on met ça sur, par exemple, la Shadow Queen, là, elle se retrouve à avoir 8 attaques, 3+, 3+, -3, 4. Tu sais, ça devient extrêmement fort. Ou même sur des unités qui saturent beaucoup, par exemple sur des Witch Elves. 20 Witch Elves, ça coûte 270 points. C'est 61 attaques. Si on leur donne plus un Grand, puis que les 61 attaques passent de 1 à 2 dommages, là, 61 attaques à 2 de dommages pour 270 points, ça fait très, très mal. Donc, c'est un sort qui est bon tout le temps. Je l'ai même des fois lancé sur des Kinérailles. Puis les Kinérailles, sur la charge, se retrouvent à avoir des attaques à 3 de dommages. Donc, c'est extrêmement violent. Là. Ça rend n'importe quelle unité vraiment bonne. Il y a des parties qui se jouent sur le fait que Mind Razor va réussir à se lancer au bon moment ou pas. Le tour 2 ou le tour 3, parfois, si tu passes Mind Razor,
tu délites la grosse menace de l'adversaire. Puis si tu le passes pas, la menace reste là, puis c'est toi qui perds la game. Puis on l'a vu, l'impact est monumental de ce sort-là. Alors, conseil aux joueurs qui jouent contre, si vous avez un dispel ou un bonus pour dissiper, vous le gardez pour Mind Razor. Peu importe ce qui passe d'autre, probablement que ça va être moins efficace que Mind Razor. Ça va avoir moins d'impact que ce sort-là, qui est terrifiant. C'est vraiment un des très, très bons sorts du jeu. Ah oui. Le deuxième sort, ben, ce que j'aime beaucoup, c'est Mirror Dance, donc qui permet de téléporter 2 héros. Donc, on choisit 2 héros entièrement à 18 pouces de la lanceur et on les téléporte n'importe où sur le champ de bataille. La limitation, c'est que ça prend 2 héros. Donc, il faut avoir, dès qu'on a juste un héros à porter ou mort, on ne peut pas faire la téléportation et on doit téléporter les 2 héros. Donc, on n'a pas le choix. Donc, c'est 2 héros qui ne peuvent pas bouger après avoir été téléportés. Donc, il y a des limitations, mais ça reste un sort qui est situationnellement très bon parce que ça permet de donner plus de contrôle sur la table. Un bon sort. Ouais, tout ce qui est téléportation, en fait, c'est très, très pertinent. Ça a toujours sa place. Ça force l'adversaire à prendre ça en considération, à ne pas être aussi agressif peut-être dans son déploiement ou durant sa phase de mouvement. Donc, il faut toujours penser, OK, là, il pourrait téléporter ici. Je ne vais pas laisser un objectif à découvert ou laisser un flanc à découvert. Fait que juste ce petit jeu-là, ce petit jeu mental-là peut avoir une influence sur la partie. Maintenant encore, Daughters of Cain, c'est des sorts, oui, mais c'est aussi prières, artefacts. Encore une fois, Yann, qu'est-ce qu'on met sur la table à ce niveau-là? Oui, puis les prières, on en a moins entendu parler en V3 parce que les gens jouent moins les prêtresses. Ça demeure quand même un très bon choix, une prêtresse. Catéchisme du meurtre demeure très bon. Ça donne les 6 explosifs. Tantôt, je parlais des Witch Elves qui saturent beaucoup. Donc là, on augmente la saturation. Les 6 font double touche. C'est même bon sur Moratti, parce que Moratti a quand même 8 attaques à 3 de dommages. Donc, s'il suffit de rouler 1 ou 2 6, on a 1 ou 2 touches de plus, ça augmente énormément la létalité. C'est drôle aussi quand on le roule sur son attaque de queue qui fait 6 dommages flat. Donc, ça m'est arrivé une fois contre Vincent de rouler un 6 puis de toucher, puis de faire 12 dommages juste avec la queue. Sinon, il y a la prière Sacrifice des martyrs qui est bonne. Donc, l'unité ciblée, quand elle meurt, on lance un dé. Pour chaque modèle qui meurt, en fait, on lance un dé. Sur 5+, ça fait une blessure mortelle à l'adversaire qui l'a attaqué en mêlée. Donc, surtout sur des blocs, encore une fois, soit de Sisters of Slaughter ou de Witch Elves, quand on s'en sert comme écran, donc on va les choisir avec un bouclier. Donc, leur jet de sauvegarde de 6 vont renvoyer une blessure mortelle. Puis s'ils meurent sur 5+, ils renvoient une blessure mortelle. Donc, ça fait une unité écran qui peut renvoyer un nombre quand même significatif de blessures mortelles à l'attaquant. On n'a pas énormément de sources de blessures mortelles dans l'armée. On en fait, là, on a les Stalkers, on a Moratti avec les sorts, mais c'est une source de blessures mortelles de plus qui est intéressante. Puis, je réalise que j'ai oublié une troisième prière qui est assez bonne. C'est celle elle est bonne en fait en particulier quand on joue dans Agnar. Donc, on cible une unité. Cette unité-là peut relancer son jet de protection là, qui est donné par l'habilité de faction. Donc là, un 5+ relançable contre les blessures, ça devient très, très, très tanky. Là, on va sauver plus de 50% des blessures qui nous sont faites. Ouais, le 6 explosif du catéchisme du meurtre est intéressant dans le tournoi du Red Harvest à Toronto. Je me suis rendu compte que c'est une trigger ability quand tu roules un 6 puis que il devient explosif. Et il y a certaines armées encore, comme les OBR, qui ont une habileté qui oblige l'adversaire à relancer ses 6 pour toucher. Mais comme toi, tu as un trigger quand tu roules ton jet qui fait que le 6 explose, tu n'es pas obligé de relancer. Fait que ça vient contrer certaines habiletés qui obligent à relancer les 6. Il y en a moins dans le méta. Comme Archaon a perdu cette habileté-là, mais il en reste encore quelques-unes. Fait que c'est intéressant. C'est comme un petit plus dans la V3 de ce sort-là. Puis pour ce qui est de Sacrifice du martyr, moi, ce que j'aime, les Daughters of Cain ne génèrent pas tant de blessures mortelles sur leur attaque. Fait que là, avec un 5+ de blessures mortelles quand ils meurent, ben, c'est une façon d'aller peut-être contrer le save stacking qu'on voit, là, où des fois on affronte des monstres à 2+ de save qui ignorent 1 ou 2 de reine. Fait que ça nous permet de générer un petit peu plus de blessures mortelles. Tout à fait. Du côté des artefacts, on en a parlé beaucoup dans notre analyse du Battle Tome des Daughters of Cain. Donc, je vous référerai à notre analyse du Battle Tome parce que, en fait, en V3,
On va essentiellement, du moins dans les listes compétitives, viser à avoir un faible nombre de pauses. On est capable facilement d'avoir une liste en une pause avec le Battle Regiment. Donc, à ce moment-là, on n'a pas d'artefact additionnel. Puis, comme on va toujours jouer un temple, parce que les bonus valent vraiment la peine, l'artefact est imposé avec le temple, donc on ne peut pas aller piger là, dans nos artefacts de faction. Voilà. Et aussi, en fait, la plupart des listes compétitives, déjà, que vont inclure Moratti et la Shadow Queen. Donc, on parle d'un 660 points, je pense, pour les deux. On va avoir sûrement la Méduse pour rendre les Mélussailles en ligne. Donc, on a déjà un bon nombre de points investis en 3 héros, dont 2 qui ne peuvent pas avoir d'artefact et l'autre qui doit prendre automatiquement celui du temple. Donc, même prendre un autre artefact, en fait, on n'a pas de personnage pour les caser dans la grande majeure partie du temps. Et effectivement, l'idée d'avoir une seule pause peut vraiment être bonne pour une armée qui est exclusivement le corps à corps, sauf les archers, bien sûr, là, mais une armée centrée sur le corps à corps comme les Daughters of Cain. Je pense qu'effectivement, on ne verra pas, malheureusement, d'artefacts sur la table très, très souvent. Très, très peu. Exact. Et maintenant, on tombe en fait là, dans les unités, donc dans les modèles que Yann, tu places sur la table. Est-ce qu'il y a des surprises? J'ai bien hâte de voir. Et la grande surprise, Moratti. Non, Eh en bien, fait, hein, on le sait, c'est un monstre qui. En fait, Moratti Kane et Moratti de Shadow Queen partagent le même bassin de 12 points de vie. Elles ne peuvent subir que 3 blessures par tour, donc ça prend minimum 4 tours les tuer. Donc, ça permet d'être très téméraire avec, si on veut. Moratti, je l'ai dit tantôt, elle lance 3 sorts par tour à +1, elle en dissipe 2 par tour avec un bonus de +1. Son sort de War Scroll est quand même très bon. Là. Ça permet de faire jusqu'à D6 blessures mortelles à 36 pouces de c'est une portée. portée, c'est la portée qui fait vraiment le sort. Exactement. Donc, ça, c'est très bon. Ça permet de tenter sa chance sur un héros, etc. C'est une bonne source aussi de. Moraticane est une de nos principales sources de blessures mortelles. Et Moraticane, on la joue aussi pour son habilité de commandement qui est extrêmement bonne. Elle peut, en phase de héros, elle choisit une unité entièrement à 24 pouces. Donc, la portée est très, très grande. Hein. Ce n'est pas un entièrement 18 ou 12, c'est un entièrement à 24 pouces. Et cette unité-là peut tirer, ou si elle est à 3 pouces d'un adversaire, elle peut faire un pile-in et attaquer. Donc, c'est super bon. C'est super bon avec les Stalkers. Classiquement, on fait tirer nos Mélusailles en phase de héros. Ça augmente énormément leur létalité, mais occasionnellement, on va vouloir aussi, quand Moratti est en combat, choisir de faire attaquer la Shadow Queen. Donc, si la Shadow Queen attaque 2 fois dans un même tour, là, une fois en phase de héros, une fois en phase de combat, il n'y a pas grand-chose qui résiste à ça. Et surtout, la faire attaquer dans la phase de héros enlève les habilités comme All Out Defense, par exemple. Donc, c'est un gros plus. Là. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'ailleurs au tournoi au Red Harvest où je fais tirer mes Mélusailles en phase de héros, je cible l'adversaire disant je vais prendre un All-Out Defense, puis non, All-Out Defense ne s'utilise qu'en phase de tir ou de combat. Donc là, l'adversaire est beaucoup plus vulnérable. Les tirs des Stalkers ont un rend de -1, donc quand il ne peut pas se donner à All-Out Defense, ça rentre au poste. Ouais. D'ailleurs, moi, à mon avis, il va y avoir une augmentation des points des Bloodstalkers en décembre. Mais c'est pas. Je pense que ce serait une erreur si Games Workshop faisait ça. Pour moi, les Bloodstalkers, leur point à 170 points pour 5, c'est juste, c'est correct. Le problème, c'est qu'elles puissent tirer 2 fois par tour, en fait, à cause de Moratti. Donc, à mon avis, il devrait reformuler l'habilité de commandement de Moratti. Ça devrait être juste une fois par bataille qu'elle puisse utiliser cette habilité-là. Ou encore, son habilité devrait être comme celle de la Slaughter Queen, c'est-à-dire qu'elle peut faire attaquer en phase de héros une unité en combat, en mêlée, mais pas faire tirer une unité en phase de héros. Parce que s'ils augmentent trop les points, ben à ce moment-là, il n'y aura plus rien dans la liste. Ça va être difficile aussi de jouer des Stalkers. Donc, ce serait bien dommage qu'ils fassent la solution facile de juste augmenter leurs points, mais malheureusement, je m'attends à ça. Et Moratti, on rajoute, comme on l'a déjà dit pour d'autres héros qui sont aussi des Behemoths, elle gagne les habiletés des héros, les habiletés des Behemoths comptent pour 5 modèles maintenant sur les objectifs. Donc, quand tu l'envoies comme un missile, tu peux plus facilement prendre les objectifs. C'est un monstre qui va souvent tuer la battle line adverse, qui va faire certaines de tes battles tactiques, donc tu vas chercher les points de plus. Écoute, elle est géniale. Elle te fait tout dans ta liste. Là. Elle joue un rôle qui est central. Si bien qu'on peut se demander est-ce qu'elle serait compétitive, les Daughters, si on n'avait pas Moratti. À l'heure actuelle, pas mal toutes les listes semblent la jouer.
Oui, j'ai vu une liste en tournoi assez bien faire sans Moratti, là, vraiment la liste plus classique V2 de chaudron avec des prêtresses, puis des Witch Elves, des Sisters of Slaughter, mais je pense que ça va être difficile pour ce type de Ouais. liste-là en V3. Là. L'autre unité que je mets sur la table, l'autre héroïne, en fait, c'est la Blooddrac Medusa qui était très peu jouée en V2, mais en fait, elle a la caractéristique de faire passer les Mélusailles en ligne, en battle line. Donc, on veut jouer des Bloodstalkers. Elle est nécessaire. Elle a quand même des avantages. Elle peut dissiper 2 sorts par tour. Elle en lance un, mais elle en dissipe 2. Puis, donc, ça demeure un bon choix. Voilà. Ouais. C'est sûr, ouais. Je sais pas, j'ai jamais remarqué qu'elle était sa table. Un coup qu'il y a Moratti, c'est juste elle qui attire toute l'attention. C'est, à un moment donné, t'as une petite pièce en quelque part qui traîne en arrière. Quand je suis rendu à la tuer, d'habitude, celle-là, c'est que ça va vraiment, vraiment pas bien pour toi. Sinon, elle n'a pas un impact qui est majeur. Là, tu la joues vraiment pour pouvoir faire passer les Stalkers en ligne. Ouais. Et pour les 2 dissipations, c'est quand même pas Oui. nécessairement banal non plus. Non, ça donne un bon contrôle magique. Moratti a 2 dissipations à +1. La méduse en a 2 aussi. Ça fait 4 dissipations par tour. On le prend. C'est tout. On continue. D'autres choses sur la table? Oui, bien, la Hag Queen demeure un bon choix. On la voit rarement dans les listes compétitives, comme on le disait, parce qu'on n'a pas les points pour la mettre, parce qu'on veut aussi être en une seule pause. Puis dans Battle Regiment, on a juste seulement de la place pour 2 petits héros. Ça va être Moratti Kane et notre Blooddrac Medusa. Mais ça demeurerait un bon choix. La Witch Brew, le brouet de sang, demeure excellent. Donc, faire relancer là, les jets de blessures à l'unité ciblée, plus faire en sorte qu'elle ne prenne pas de tests de morale, là, de jet de déroute. Donc, ça demeure bon, mais c'est très aléatoire, là, cette habilité-là. C'est sur un 5+ au premier tour, et ainsi de suite. Donc, ça demeure un bon choix. Il y a des bonnes prières, comme on a vu aussi au début. Il y a des bonnes prières. Donc, malheureusement, à un moment donné, en V2, hein, les Hag Queen lançaient plus d'une prière par tour. Là, ça a été clarifié avec les nouvelles règles. Donc, c'est une seule prière par tour. Donc, autre petit nerf. Et c'est plus difficile à faire les prières aussi. Oui, c'est ça. C'est sur. Ouais, il y a moins. Ben, en fait, ouais, on a moins accès à. Ouais. Mais ça reste sur 3+, les prières. Là, ça peut être correct, mais c'est ça. Ça reste un bon choix, mais c'est plus aussi bon que c'était en V2. On a les versions aussi sur le Cauldron. Donc, les chaudrons demeurent un bon choix aussi. Parce qu'on va chercher l'avatar. L'avatar a quand même 4 attaques à 3 de dommages à Rennes -2. Donc, permet de Rennes -2 dans le méta actuellement. C'est quand même bon. Donc, c'est un bon beat stick qui donne aussi une aura de +1 de sauvegarde à toutes les unités là, entièrement à 12 ou 18 pouces. 18 pouces, en fait, quand il est en pleine forme. Mais encore là, ça devient un leader qui a plus de 10 points de vie, donc c'est compliqué dans les bataillons. Mais si on veut jouer une version vraiment axée sur les prêtresses, les Cauldron demeurent de très bons choix, à mon avis. Excellent. Présentement, c'est le build des Stalkers qui domine, fait qu'elles ont moins leur place, mais j'ai hâte de les revoir. Ça va vouloir dire que les Daughter of Cain reviennent plus à leur origine, à leur essence même, d'une armée de corps à corps qui génère beaucoup, beaucoup d'attaques, qui meurt facilement, mais qui détruit à peu près tout ce qu'elles touchent. On les voit moins parce qu'elles ont moins de synergie avec les Stalkers présentement. Puis un coup que tu as mis tes Stalkers plus Moratti, il te reste un peu moins de place dans ta liste. Non, Ouais. exact. Puis si les points de Moratti et des Stalkers augmentent à la Big Fact de décembre, comme on s'y attend, on va peut-être revoir un petit peu plus les constructions de liste avec des Hag Queen. Ouais, excellent. Toujours sur la table, maintenant, on tombe plus dans les unités. Donc, quelle unité qu'on met sur la table? Oui, ben, j'ai mis les Witch Elves. Évidemment, là, il y a une nuance. Hein. On se souvient qu'elles ne sont pas ou peu jouées dans les listes très compétitives, mais je voulais quand même parler des unités plus largement, pas me limiter à la liste, à la net list là, qu'on voit sur Internet partout. Les Witch Elves, c'est leur absence de perforation, en fait, qui leur fait mal. On peut leur donner -1 avec Mind Razor, mais c'est dépendant d'un sort qui se lance sur du 8. Mais ça demeure une belle unité. Hein. Il sature beaucoup, je l'ai dit tantôt. 20 Witch Elves, 270 points, 61 attaques, 3+, 4+, qui peut passer à 3+. Avec Brouette 100, on peut passer sur du 3+ relançable. Donc, ça peut vraiment saturer de manière intéressante. J'ai fait le calcul pour le plaisir. 20 Witch Elves avec Mind Razor, à 12 pouces d'une héroïne, sur la charge, ils font en moyenne 27 dégâts contre un adversaire qui aurait une sauvegarde à 3+. Donc, bien buffé,
Donc, avec une héroïne, avec Mind Razor, elles détruisent à peu près n'importe quoi. Sauf un méga gargant. Sauf un méga gargant, en effet, mais ça, c'est le jet moyen. Donc, il Oui. suffit de juste être un peu chanceux, puis on peut passer le méga gargant en un tour. Donc, la construction de Witch Elves demeure un choix qui est intéressant, mais qui est moins fiable, en fait, que la construction des Stalkers. Donc, c'est pour ça qu'on les voit moins jouer. Et elles sont très, très, très fragiles. Sauvegarde à 6+, puis le Field Open à 6+. Ce que tu dis exactement, c'est qu'ils sont moins fiables. Ça demande un jeu. Il faut vraiment maîtriser sa liste, maîtriser la liste de l'adversaire, parce que si tu te fais charger avant d'avoir attaqué, elles explosent lorsqu'elles se font attaquer. Elles sont trop fragiles. Fait qu'il faut vraiment, là, ça devient un jeu de mouvement, de déplacement. Puis faut pas que tu manques tes calculs. Là. Il faut vraiment que tu t'assures que tu es la charge. Puis ta charge, tu ne la gaspilles pas sur un écran qui vaut quelques points seulement. Il faut que tu puisses charger quelque chose de gros. Moi, je trouve que c'est un jeu avec les Witch Elves qui est un peu plus difficile, un peu plus subtil qu'avec les Stalkers, mais qui peut être très valorisant pour le joueur qui réussit à maîtriser ce jeu-là. On a quand même des outils, elles ont course et charge. Donc, ça, c'est bien. Plus avec les habiletés des rites de sang, on relance les jets d'un de course, les jets d'un de charge. Donc, elles ont quand même une bonne mobilité qui permet de les manœuvrer, mais ça demande de bien jouer. Mais ça demeure fragile, sauf en Agnar où est-ce qu'ils ont une protection additionnelle. Potentiellement, mais encore là, il faut rester à une certaine distance de la générale, ce qui n'est pas toujours évident avec un paquet d'une vingtaine de Witch Elves. Mais c'est sûr que c'est pas l'instantanéité et la fiabilité des Mélusailles. Donc, les Stalkers, où est-ce que ben, j'ai pas vraiment besoin de jet de dés pour les rendre bonnes. Elles le sont de base et ça me prend un CP pour doubler leur potentiel destructeur. Alors que les Witch, ça me prend des sorts, ça me prend des prières, ça me prend des jets qui ne sont pas aussi fiables et qui peuvent même être contrés. Donc, on a parlé des Witch, maintenant on a leur autre compagnon de kit, les Ouais. Sisters of Slaughter. Oui, Pourquoi on les met sur la table? oui, on les met sur la table, en fait, principalement à cause de leur possibilité de faire un pile-in de 6 pouces. Donc là, ça permet principalement de contrer l'habilité de déchaîner les enfers, hein, parce que l'habilité de déchaîner les enfers, donc tirer c'est à la fin de la phase de charge. Donc là, il n'y a pas eu de charge, donc elles ne peuvent pas se faire tirer. Donc ça permet peut-être d'aller chercher, engager des unités de tireurs qui sont dangereux pour éviter ça. C'est sûr qu'elles aussi, bon, n'ont pas de perforation, donc elles souffrent des mêmes problèmes que les Witch Elves. Puis ça fait toujours aussi une battle line quand même facile à tuer. Là. C'est ce que j'aime moins des Witch Elves et des Sisters of Slaughter. Donc, on donne facilement à l'adversaire la battle tactique qui consiste à tuer une battle line, mais ça reste une très bonne unité sur la table pour leur pile-in à 6 pouces. C'est très, très fort. Maintenant, on a peut-être les unités. Je suis absolument surpris de voir des médusailles sur la table. Pourquoi Yann, on met des médusailles sur la table déjà? Mais je vais commencer avec les Blood Sisters, qui sont les médusailles Ah, de combat. En fait, c'est une unité qui est intéressante parce qu'ils ont 3 attaques chacune à perforation 1, mais surtout lorsqu'elles sont entièrement à 18 pouces de Moratti et que Moratti est en combat, elles gagnent une attaque. Donc, elles passent à 4 attaques. Donc, ça devient quand même assez létal comme unité. À la fin de la phase de combat, on lance un dé pour chaque Mélusaille dans notre unité. Sur 3+, ça fait une blessure mortelle à l'adversaire. Donc, on a une petite source ici de blessures mortelles. La plupart des listes compétitives en jouent là, une unité de 5 à 10 pour aller chercher en fait les battle lines. Voilà, donc c'est une bonne unité. Si on en joue 10, on est à 270 points, si ma mémoire est bonne, ou 200, oui, je pense que c'est 280, pardon, donc elles sont 140 pour 5, donc on est à 280 points. Puis si elles sont à portée de Moratti pour avoir plus une attaque, donc elles font 9 blessures en moyenne contre une sauvegarde à 3+, plus 5 blessures mortelles en fin de phase. Donc, c'est quand même une unité qui peut aller chercher là, un bon nombre de dommages lorsque buffé. Puis même sans buff, là, c'est quand même bon. Là, une petite unité de 5 va aller nous faire un 6 dégâts là, contre un adversaire qui a une sauvegarde à 3+. Donc, c'est pas si mal.
Tu l'as dit souvent, cette unité-là, dans le fond, c'est pour combler la troisième battle line ou la 2 et la troisième battle line si on a juste un gros bloc de Stalker. Fait que c'est une taxe en quelque sorte, mais c'est quand même une bonne taxe. C'est surprenant. L'adversaire se concentre beaucoup sur Moratti et les Stalkers, qui sont vraiment les deux grosses menaces de ta liste. Mais cette petite unité-là, sur l'objectif, on ne va pas la déloger non plus avec une unité battle line fragile. Ça prend quelque chose qui a un peu de punch pour réussir à les sortir, puis qui est apte d'encaisser. Comme tu l'as dit, ça cogne un peu. Donc, c'est une belle taxe, dans le fond. Là, c'est une battle line qui est correcte, là, qui est respectable. Pas de Surtout problème. encaisser, en fait, parce que en fait, l'adversaire qui veut aller les chercher doit être capable d'encaisser, mais elles encaissent très peu, en fait, les Mélusailles, encore une fois, parce qu'on parle d'une sauvegarde à 5+, avec la protection à 6+. Donc, c'est ce que je leur reprochais là, dans notre retour sur le tournoi du Red Harvest, c'est que je les ai trouvés un peu fragiles. Exact. Et c'est ce qui conclut les unités sur la table. Exactement. On ne parlera pas des Stalkers. Non. Non, bien, évidemment, les archères, les Mélusailles, archères demeurent le nerf de la guerre, le Ouais. principal marteau avec Moratti de cette armée-là. Elles ont 2 tirs chacun, portée de 24 pouces. Elles bougent de 8 pouces, donc c'est une portée de 32 pouces. Donc on a une très, très belle portée. Les jets de 6 sur la touche font une blessure mortelle. Sinon, c'est du 3+, 3+, -1, 1. Donc, c'est une cible parfaite pour l'habilité de commandement de Moratti pour tirer en face de héros, comme on disait tout à l'heure. Une unité de 15 fait juste sans buff, rien. Il va faire en moyenne 5 blessures mortelles, plus 5 blessures régulières contre un adversaire qui a une sauvegarde à 3+. Donc, 10 blessures contre un monstre qui est sur du 3+. En un tour de tir, ça veut dire que si on les fait tirer 2 fois, là, on tue à peu près n'importe quel monstre en moyenne dans le jeu. Malheureusement, ces chiffres baissent drastiquement si elles sont jouées par Cédric Delort. Un petit shout-out à mon ami Cédric, Qui a eu de petit la inside, difficulté, qui a eu de la OK. difficulté à tuer des luminins récemment. OK. Mais Euh, de manière générale, elles sont très fiables. Elles font très mal, là, ouais. c'est monstrueux comme unité. Le fait qu'elles aient 32 pouces de portée avec leur mouvement puis leur tir pour l'adversaire, c'est vraiment embêtant sur le déploiement. En plus que tu combines ça avec le fait que tu es en une seule pause. Donc, souvent, c'est toi qui vas déterminer si tu commences ou pas. C'est un casse-tête épouvantable. Ce que je leur reproche, moi, c'est la portée de tir de 24 pouces plus le 8 pouces de mouvement. Ça fait en sorte que certaines unités qui sont armées, qui sont vraiment axées sur le corps à corps, n'ont aucune chance contre elle, à moins d'avoir le double tour. Quand je joue, par exemple, ma liste plus axée sur des Bloodthirster de Korn, on l'a joué quelques reprises. Je peux avoir une chance si je réussis à avoir le double tour, mais si je ne l'ai pas, tu tires en face de héros, tu retires dessus, tu l'as dit, tu vas faire 20 blessures contre du 3+ environ. Ça veut dire que tu tues un Bloodthirster et demi à peu près, même si je mets All Out Defense sur un des deux. Donc, il n'y a rien qui survit à ça. Fait que pour les listes de corps à corps, ça peut être très difficile à affronter là, si on n'a pas la téléportation ou un mouvement exceptionnel qui nous permet en un tour d'aller chercher des tireurs qui sont à 24 pouces de nous. Et on va conclure avec sur la table avec des unités qui ont un rôle tout autre dans l'armée Yann. Oui, tout à fait. Il y a les Kanith Shadow Stalkers qui sont un warband, qui sont joués dans presque toutes les listes compétitives que j'ai vues. Je ne les ai pas essayés parce que je ne les possède pas, ils ne sont pas peints. Donc, je n'ai pas pu les jouer en tournoi, mais ça reste une unité en fait qu'on joue pour sa possibilité de se téléporter en phase de mouvement. Puis ils ont un assez bon profil d'attaque là, pour une unité à 120 points. L'adversaire a -1 à la touche, là, au jet de touche, quand il les attaque en combat. Donc, c'est une petite unité qui est là pour vraiment déranger l'adversaire, avoir du contrôle d'objectif, peut servir d'écran. Donc, c'est vraiment un toolbox, comme on dit, là, comme petite unité, là. Voilà. Comme Alex l'a dit tout à l'heure, la téléportation, c'est des fois, ça empêche l'adversaire d'être aussi agressif qu'il voudrait parce qu'il est obligé de garder des forces derrière, puis pas juste un petit héros à 5 points de vie qui va mourir si les Shadow Stalkers le chargent. Fait que là, on est obligé de laisser une unité derrière qui ne peut pas nous servir d'écran ou qui ne peut pas elle-même aller charger. Ça joue dans la tête de l'adversaire. C'est le genre d'unité que même si elle ne fait rien dans la partie, qu'elle ne tue rien, elle a quand même servi parce qu'elle a obligé l'adversaire à modifier son plan de jeu pour pouvoir les considérer, parce qu'il doit les considérer. Ouais. Puis pour finir, ben, il y a les Kinerai Life Takers qui sont la version de combat des Kinerai. Je les apprécie particulièrement parce que pour 90 points, ils font très mal sur la charge. Donc, elles ont plus un de dégâts là, quand elles chargent.
Donc, c'est des attaques à 2 de dommages. Moratti peut leur donner plus une. Moratti, la Shadow Queen, en fait, c'est la même chose que pour les Mélusailles. Donc, lorsque les Kinerai sont entièrement à 18 pouces de Moratti qui est en combat, elle gagne plus une attaque. Donc, on peut se retrouver pour 90 points. Sur la charge, on a 5 Kinerai qui ont 16 attaques, 3+, moins 1, 3. Donc, ça fait extrêmement mal comme petite unité. Voilà. Donc, ça peut vraiment aller tuer un petit héros. C'est une belle petite unité. Puis en plus, lorsqu'elles ont fini d'attaquer, on lance un dé sur 4+, elles peuvent bouger de 6 pouces. Donc, on peut charger. Si on ne tue pas notre cible, on a une chance sur 2 de se replier, en fait, gratuitement, puis l'adversaire ne peut pas contre-attaquer. Donc, très belle petite unité. Et c'est une unité qui peut être gratuite aussi dans Kaltner. Oui. Justement, donc, c'est toujours intéressant d'avoir ce genre de petite unité-là dans notre petite poche arrière. C'est vraiment intéressant. Et c'est notre seule unité, les Kinerai, à moins de 100 points. Donc, dans la construction de liste, souvent, c'est pratique d'avoir des unités qui coûtent un peu moins cher pour venir combler des fois les points qui nous restent. Donc, Yann, après avoir mis presque l'entièreté du Battle Tome sur la table, qu'est-ce qui nous reste en fait? Qu'est-ce qui s'en va sur les tablettes? Oui, ben, les auditeurs, vous me direz si j'ai été trop enthousiaste. J'ai mis effectivement beaucoup d'unités sur les tablettes. Ça montre un petit peu mon appréciation de cette armée-là, mais aussi le fait que je pense qu'en ce moment, c'est vraiment une bonne armée. J'avais été très optimiste quand j'avais fait l'analyse du nouveau Battletome et je maintiens mon optimisme. C'est une belle armée. Les unités ont tout un rôle. Donc, c'est pour ça qu'il y en a plusieurs qui sont sur la table. Sur les tablettes, en fait, je commence par la Slaughter Queen qui peine à trouver son rôle justement dans l'armée. C'est une prêtresse, elle a accès à peu près essentiellement aux mêmes prières que la Hag Queen, mais elle n'a pas le brouet de sang. Ce qu'elle a, elle, c'est une aptitude de commandement qui est comme une version amoindrie de l'aptitude de commandement de Moratti Kane. Donc, elle peut choisir une unité entièrement à 12 pouces en phase de héros. Donc, Moratti Kane, on se souvient que c'est 24 pouces. Ici, on est à 12 pouces. Puis lui permettre d'attaquer si elle est à l'intérieur de 3 pouces. Donc, elle ne peut pas faire tirer les Mélusailles, elle ne peut que faire attaquer avec une portée de 12 pouces. Donc, ça implique que notre Slaughter Queen soit proche du combat, qu'elle soit entièrement à 12 pouces, donc d'une unité qui est engagée en combat. Donc, c'est plutôt limité. Donc, on va toujours lui préférer la Hag Queen ou d'autres héroïnes. Son rôle n'est pas clair dans l'armée. En fait, il y a un problème avec l'écriture de l'habileté parce que Holy Within 12 pouces seulement pour le corps à corps. J'ai vu comment tu joues, par exemple, et comment on doit jouer les Witch Elves. Tu es obligé de te projeter. C'est pas une armée qui va rester puis qui va encaisser. Fait que tes Witch Elves vont se projeter avec une charge à l'autre bout de la table. Puis là, il faudrait que ta Slaughter Queen réussisse d'une certaine façon à suivre le rythme, ce qui n'arrivera pas. Donc, souvent, on va être trop loin pour vraiment impacter là où le combat se produit. Donc, il y a un petit problème de conception ici. Là. Ça ne fit pas avec la façon de jouer l'armée, l'habileté de la Slaughter Queen. Exact. Je mets aussi la Mélusaille Iron Scale sur la table. Elle aussi, comme générale, permettrait de débloquer les Stalkers en ligne. Les tablettes. Oui, pardon, sur les tablettes. Oui, je la mets sur les tablettes parce qu'en fait, on va toujours préférer la Bloodwrack Medusa, je pense, comme général pour débloquer nos Stalkers en ligne. Sa force, en fait, c'est qu'elle donne course, tir et charge à des Mélusailles, plus une course de 2d6. Donc ça, c'est son habileté de commandement. Donc c'est très bon. Mais en Daughters of Cain, on ne veut pas envoyer une unité de Mélusailles courir de 2d6, charger, etc. Comme ça, on veut jouer à l'intérieur de bulles, de buffs. On veut toujours être à portée de nos habiletés de commandement. Donc, c'est rare qu'on va. Si on envoie une unité chargée en fou n'importe où, ça va être la Shadow Queen parce qu'elle est autonome. Donc, on va rarement vouloir faire ça avec les. Et même les Bloodstalkers qui tirent, on n'a pas besoin de les faire courir et tirer parce que déjà avec leurs 32 pouces de portée, on couvre assez bien. C'est très rare qu'on va avoir besoin de les faire courir et tirer. Donc, elle aussi, en fait, ses habiletés ne vont pas bien avec la manière dont il faut jouer l'armée de manière compétitive en ce moment. Et finalement, je mets le petit Warband, Morgawet de Bloodied. Lorsque le Battletome est sorti, c'était 80 points. Donc, elle vient avec d'autres figurines qui l'accompagnent, c'est suivantes. Et c'était essentiellement une Hag Queen, 10 points moins cher avec plus de points de vie.
Tout le monde la jouait. Puis là, ils l'ont fait passer de 80 à 175 points. Donc, à Ce qui est plus 175 normal. points. Oui, ce qui est plus normal, mais à 175 points, Non. pourquoi on jouerait ça plutôt que juste une Ag Queen? Pas de raison. Okay. Elle a rejoint à peu près toutes les autres unités de Shadespire et de Underworld, là, d'un coût en point qui est exorbitant pour ce qu'elle fait, malheureusement, parce qu'encore une fois, c'est une super belle figurine. En fait, c'est un super beau Warband, mais qui est à peu près pas jouable en dock. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Donc, je l'ai fait maintenant, peindre, je l'ai joué une fois. à 80 points, j'imagine. Et non à 175. Exact. Je le savais, je le savais. Excellent, merci. Qu'est-ce qu'on met encore sur les tablettes? Donc, des unités qui, je vois un choix intéressant là-dedans, genre de t'entendre, d'autres unités qu'on laisse derrière. L'Avatar of Kane, bon, parce que c'est un beatstick en fait qui ne trouve pas vraiment sa place dans l'armée. Là, on n'en a pas besoin, il est lent, on a besoin d'une prière pour l'animer, sinon il s'anime seulement au tour 3, à moins qu'on soit Agnar en tour 2. Donc, personne ne le joue. Tant qu'à ça, on va l'aimer, on va l'apprécier en fait quand il est sur un Cauldron, beaucoup plus de points de vie, d'autres utilités aussi. L'unité qui te surprenait peut-être, c'est les Kinerai Earthrenders. Exact. Je dis sur les tablettes, c'est peut-être un peu sévère. En fait, c'est que je vais préférer les Life Takers de combat aux Earthrenders. Les Earthrenders, en fait, c'est qu'elles ont un tir chacun. Un dommage, c'est 3 plus, 4 plus, rend moins 1, ou je ne me souviens plus s'ils ont du rend. Mais finalement, là, statistiquement, ils ne font rien. Ils tirent à 12 pouces, elles apparaissent, elles tirent à 12 pouces, elles ne font rien, ou à peu près rien. Elles ne tueront pas un héros, elles n'impacteront pas une unité de manière significative. Leur seule, en fait, force, à mon avis, c'est qu'après avoir tiré sur 4 plus, elles peuvent bouger de 6 pouces. Donc là, ça permet de faire le truc. On apparaît à 9 pouces de l'adversaire, on tire, on bouge de 6 pouces vers l'objectif et on va amener 5 modèles sur l'objectif. 5 modèles qui vont après ça immédiatement mourir dès que quelque chose va les regarder avec des gros Mais faire des points. Mais ça permet de faire des points. Donc, c'est leur avantage. Cela dit, l'adversaire le sait. Donc, moindrement que l'objectif est bien protégé, ça va être difficile de faire ça. En tout cas, moi, j'ai la possibilité d'en jouer. Je joue en Keltnar, donc j'avais toujours la possibilité d'invoquer une fois par bataille 5 Kinerai. J'avais toujours avec moi les deux types de Kinerai pour pouvoir invoquer celles dont j'aurais besoin. Et ça ne m'est jamais arrivé que j'ai pu invoquer des Kinerai Earthrenders, tirer, lancer mon 4+, puis bouger de 6 pouces puis arriver sur un objectif. C'est jamais arrivé. Donc, très anecdotique, mais dans certaines situations, ça pourrait être bon. Je pense que dans les choix que tu as mis sur les tablettes, c'est peut-être le plus discutable, celui-là. Mais moi, ce que j'aime moins de cette unité-là, c'est le 4+. Ça peut aussi arriver que tu apparaisses à 9 pouces, puis tu roules 1, 2 ou 3, puis qu'il ne se passe rien. C'est pas très fiable comme habileté. Fait que dans le meilleur des scénarios, ça peut être excellent. Là, on imagine qu'il y a juste un héros sur l'objectif, au milieu de l'objectif, puis on peut s'approcher, etc. Mais malheureusement, comme tu le dis, il y a plein de scénarios dans lesquels ça ne se produira pas, tout simplement. Non, puis autrement, elles n'ont aucun impact. Là. Elles ne font pas de dommages. Là. Non. On et est pas elles pour ça. Je suis d'accord. Excellent. Encore d'autres unités que je vois sur tablette, mais là, on est plus dans les sorts persistants et prières persistantes. Oui, et en fait, le Bloodwrack Viper, à mon avis, c'est le choix le plus discutable, encore plus que les Kinerai. Il y a certains joueurs qui le jouent même dans des listes compétitives. Je l'ai essayé un peu. Je suis curieux de connaître l'avis de nos auditeurs qui jouent en Daughters of Khaine, savoir qu'est-ce que vous pensez du Bloodwrack Viper. Donc, c'est un très bon sort persistant sur le plan du War Scroll. Il y a une bonne portée. On choisit une unité à 1 pouce, en fait, de lui et on lance 3 dés. Puis pour chaque dé pour lequel qu'on a un résultat égal ou supérieur à la caractéristique de blessure, ça tue le modèle. Donc, si c'est des modèles à 1 point de vie, ça en tue automatiquement 3 parce qu'on va lancer un plus. Mais on peut tuer un héros à 5 points de vie assez facilement parce que la probabilité de lancer un 5+ sur 3D est assez élevée. Contre la cavalerie, ça fait très mal. Donc, c'est un sort qui peut, contre des ogres, ça fait très mal. Donc, c'est un sort qui peut être bon, mais il est 95 points. Donc, c'est quand même très coûteux dans une liste. Il est bon contre certaines armées, contre d'autres, il n'est pas bon. Voilà. Écoute, 95 points, c'est vrai que c'est beaucoup, mais tu vas le lancer à +1 avec Moratti, donc assez fiable.
Et si vous n'êtes pas terrifié quand vous voyez votre adversaire joue ce Endless Spell-là, c'est que vous n'avez pas compris le War Scroll. Ça peut être horrible, comme tu dis, pas contre toutes les unités, mais dès que tu joues les unités élites avec des modèles à 4, 5, 6 points de vie, c'est terrifiant. Là. Ça peut t'enlever d'un coup toute une cavalerie, ça peut t'enlever des Annihilators, par exemple, de Stormcast. Il fait très, très mal, ce Endless Spell-là. Ça C'est va vraiment. combien de points en moyenne un héros à 5 points de vie à peu près dans une armée, plus que 95? Certainement. Ouais. Sauf que là, on présume qu'on va être capable d'amener le sort à 1 pouce de ces héros-là. L'adversaire sait qu'on joue ce C'est sûr. sort-là. C'est un sort aussi qui a un très gros socle. Le sort est superbe, là. C'est vraiment une vipère, mais le socle est gros. Ça, c'est une autre chose que j'ai trouvé. Donc, c'est pas facile tout le temps de le placer. Euh, donc, c'est ça. Il peut être, parfois, dans certaines parties, il va être vraiment très, très, très bon. Puis dans d'autres situations, il va être complètement anecdotique. Là, ça fait rien contre Archeon, ça fait rien, c'est inutile contre des monstres. Contre des unités qui ont un point de vie, ben, ça en tue 3. Tu sais, c'est comme si tu venais de faire 3 blessures mortelles. Tu sais, un sort qui fait 3 blessures mortelles pour 95 points, c'est pas Moi, excitant. tu vois, Yann, je vois très bien un petit Mirror Dance pour amener Moratti très, très proche d'un héros ennemi, lancer le Block Rag Viper, puis même après ça, la limite, Moratti peut engager une unité ennemie sans avoir nécessairement peur. Si tu as Shadow Queen, tu sais, tu peux locker 2 unités avec tes 2 héros. Puis, et surtout à ce temps, avec les nouvelles règles de contrôle des sorts persistants, euh, un des écueils de ce sort-là, c'est de dire, ben, si mon adversaire le bouge, ben, il peut le retourner contre moi puis manger des mélusailles, par exemple, assez facilement. Ben là, ça arrive pratiquement plus. Euh, je comprends tes points, OK? Mais je pense que c'est un trick de plus. C'est un outil de plus dans ta boîte à outils. Puis c'est vrai, c'est 95 points. C'est pas toutes les listes qui vont avoir cette flexibilité-là de dire il me reste 95 points pour mettre un sort persistant. Mais je trouve que même si dans un tournoi, ça a un impact réel sur 1 ou 2 parties, hmm, moi, ça me. Casser une synergie en lançant Ah, 3D. Là. écoute, je suis d'accord avec toi, Alex. Il y a des beaux tricks à faire. Tu l'as nommé, c'est le trick où on téléporte Moratti en phase de héros. On lance ensuite ce sort-là. Donc, ça permet de vraiment donner une belle projection au sort. J'étais hésitant à le mettre sur les tablettes. En même temps, 95 points, il entre en compétition avec autre chose. Les points sont tellement serrés dans les listes d'Authors of Kane. Est-ce que tu joues ça ou est-ce que tu joues 5 Kinérailles qui vont pouvoir apparaître où on veut sur le champ de bataille? Mais je suis d'accord, puis je suis curieux là, de savoir quelle est l'opinion de nos auditeurs là, qui jouent d'Authors of Kane aussi. Là. Je pense que c'est un très beau sort, puis je le joue parfois dans mes listes. Là. Donc, j'ai Donc tu es sur en les train de le tablettes, dire mais que tu devrais le peindre. il est peint, il est peint. OK. Je dis ça de même. Sinon, ben, le Blade Wind, lui, les épées là, qui tournent, lui, il va vraiment sur les Ouais, tablettes. ouais. Il fait nerfer, il fait une Mortal Wound par unité qu'il a touché, puis il enlève le bonus de cover. Donc, c'est complètement anecdotique. Euh, L'invocation, qui est le Heart of Fury, qui est le point avec le cœur, euh, il donne une protection au sens où il fait en sorte que les attaques contre les Daughters of Cain entièrement à 12 pouces du sort font au maximum 1 de dégâts. Donc, si on a des attaques à 3 de dégâts qui nous ciblent, ça tombe à 1 de dégâts. Donc, ça donne une belle protection dans certains cas, mais c'est tellement situationnel. Puis c'est un sort qui ne bouge pas. Une fois qu'on l'a lancé, il est là, il reste là. C'est tellement situationnel que je ne pense pas qu'on le jouerait dans des listes. Là. Mais contre certains adversaires, ça va être super bon. Là, mais contre d'autres adversaires, c'est complètement inutile. Contre des Gargants, ça peut être très drôle. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est toujours la même chose. Hein. Si on connaît notre adversaire à l'avance, ben là, on n'évalue plus la force des unités de la même manière. Moi, quand je les regarde en fonction d'une situation de tournoi où on ne sait pas qui on va affronter ou ce qu'on va affronter. C'est 5 d'ailleurs parties, ouais. exactement. C'est la même chose pour le Bloodwrack Viper pour y revenir. Contre certains des adversaires, c'est vraiment mais excellent ce sort-là. Puis contre d'autres, complètement inutile. Là. Contre, par exemple, les Bones Reapers de Vincent. Mais au mieux, je tue 3 Mortec avec mon sort à 95 points. Si Nagash ne me l'a pas dissipé, là, c'est complètement inutile. Là. Oh, on peint quelque chose maintenant. Oui, Donc, je suis un peu confus. Il reste des unités qu'on n'a pas encore couvertes?
C'est la Ah, dernière. d'accord, d'accord, d'accord. On y Les va. Doomfire Warlocks, alors, ils n'étaient pas joués en V2 du tout. On les a vus apparaître dans certaines listes en V3, principalement en fait lorsqu'ils sont 5 ou plus, ils ont un +1 au jet de sort et dissipation. Leur sort de War Scroll est quand même bon. Là, lorsqu'ils sont 5 ou plus, ils font D6 blessures mortelles à 12 pouces. Lorsqu'ils sont 10 et plus, ils font flat 6. Donc, leur sort à 12 pouces fait 6 blessures mortelles. Mais là, ça fait 280 points. Là, fait que ça commence à être cher. Si le sort avait 18 pouces de portée, ce serait sur la table, hors de tout doute. 12 pouces, c'est un peu court. Dans mon expérience, ça arrive maximum une fois par partie qu'on peut vraiment le tenter sur un adversaire. Il dissipe à +1, donc ça donne une autre bonne dissipation. Et c'est une unité qui a 14 pouces de mouvement. Donc, ça, c'est bien aussi. Là. C'est vraiment une belle petite unité de chasse parce qu'ils tirent, elles se battent correctement au corps à corps avec Rend -1. Donc, c'est une unité utilitaire. Je dis on les peint, mais est-ce qu'ils ont leur place dans des listes ultra compétitives? Je suis moins certain. Je les ai essayés en tournoi, je les ai joués beaucoup, puis mon verdict était que j'allais les remplacer par autre chose dans la liste. Ben, on a le problème avec les Daughter of Cain, qu'un coup, tu as mis Moratti, tu as mis tes Stalkers, tu as mis les Battle Lines qu'il faut pour remplir. Il La reste plus méduse. beaucoup de points. Là. Puis tu as mis ta méduse pour les rendre Battle Line et tout. Et là, il reste plus grand point. Puis les Fire Warlock rentrent donc en compétition avec d'autres unités qui vont t'apporter aussi d'autres habiletés intéressantes. Pour les avoir affrontés quelques fois, leur sort, il fait très, très mal quand il passe, mais comme tu dis, la portée est courte, il faut que tu sois avancé. Ça implique presque que tu aies un double tour, parce que si tu n'as pas le double tour, ils sont tellement en avant, puis ils sont assez fragiles, ils seront plus, ils feront plus leur sort. Là, ils vont se faire passer avant, ils vont disparaître. Fait que il en manque un petit quelque chose. Là. Pour l'instant, moi, je n'ai pas été convaincu. C'est pas quelque chose dans ta liste qui me menace. J'ai assez des Stalkers puis Moratti à gérer. C'est plus ça qui fait le cœur de ta liste. Absolument. Cool. Donc, en conclusion, les gars, qu'est-ce que vous retenez en fait de cette faction-là? Quelles sont les choses qui émergent un peu de votre réflexion? Et ça reste une armée en fait qui est vraiment le fun à jouer. Elle a beaucoup de ressources. On joue dans toutes les phases du jeu. On a de la bonne magie, des bons sorts, des bonnes prières. On peut attaquer, on peut tirer en phase de héros, on peut se téléporter en phase de héros. En phase de tir, on a un bon impact. En phase de combat, on se bat très, très bien. Le mouvement, on a beaucoup de mouvement. Moratti vole, a du mouvement. Les Kinérailles peuvent apparaître en phase de mouvement là où on veut. Elles ont 12 pouces de mouvement vol par la suite. Donc, c'est vraiment, on a des ressources dans toutes les phases du jeu. Donc, ça en fait une armée vraiment, vraiment amusante à jouer. Relativement difficile à maîtriser, je dirais. Elles sont fragiles, donc c'est facile de faire des erreurs, mais vraiment le fun à jouer. Moi j'adore l'affronter, cette armée-là. Je déplore seulement, par exemple, que le build avec les Witch Elves qu'on envoie au corps à corps, ce build-là soit clairement moins fort que celui avec un bloc de Stalker ou deux blocs qui vont tirer un peu partout. Malheureusement, on en a parlé notamment, Mind Razor est un sort qui se lance maintenant sur du 8, il est moins fiable, puis ça prend ce sort-là pour vraiment donner de la létalité au Witch Elf. Fait que la construction de liste basée sur le corps à corps, elle est un petit peu trop fragile parce que pas assez fiable finalement. C'est dommage parce que l'armée est tellement belle, elle a tellement de possibilités. J'ai hâte de voir avec la prochaine fac puis les changements de coups en point, est-ce qu'ils vont réussir à les rebalancer pour qu'on revoie davantage de blocs de Witch Elf sur la table? Moi, ce serait mon souhait parce que l'armée est magnifique. Oui, tout à fait. Je suis absolument d'accord avec toi. Et moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est, et vous, que pensez-vous des choix de Yann? Êtes-vous d'accord avec ces 46 choix sur la table? Euh, Est-ce que vous partagez son point de vue sur certains des choix controversés un petit peu quand même? Et sinon, quelle faction focus aimeriez-vous voir dans l'avenir? Qu'est-ce qui vous intéresserait? Donc, n'hésitez pas de commenter, n'hésitez pas, on vous lit, on vous répond aussi assez rapidement dès qu'on peut. Et n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce en l'air. Donc, ça aide à la visibilité de la chaîne, c'est toujours apprécié. Et sur ce, ben, bon wargaming!